Nous partons sur l'île verte, la République de Maurice. C'est à 2h30 d'avion des Seychelles. Cette île tire également ses principaux revenus de ses paysages à couper le souffle, de ses écosystèmes et de ses zones de pêche. Mais son principal atout économique avec le tourisme, c'est le sucre de canne, exploité sur d'immenses territoires. Tous ces secteurs d'activité sont touchés par les changements climatiques. Depuis 1950, la température a augmenté en moyenne de 1 degré. Les tempêtes tropicales et les cyclones sont plus intenses. Comme aux Seychelles, les pluies, les inondations sont aussi plus violentes. De mémoire d'homme, jamais le niveau d'eau n'a été aussi élevé. Nul ne pouvait expliquer l'origine de ce déferlement d'eau boueuse dans la région de Mayotte. On ne pouvait que constater les dégâts. Mungu apprendra plus tard dans la journée la mort tragique de 2 de ses habitants. Elles ont été emportées par les flots à leur descente d'autobus. Les cyclones s'intensifient beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Ceci est dû à l'énergie stockée dans les océans, qui est elle-même due à une hausse dans la température. Donc, si ces cyclones se développent, s'intensifient rapidement, on a moins de temps pour alerter les gens. David contre Goliath. C'est ainsi que Yadoshun Boudou, le directeur des services météo, résume le combat qui attend son pays. Combat qui a déjà commencé. Nous sommes à la pointe du diable, à Petit Sable. Les pêcheurs comme les paysans mauriciens sont en première ligne. Il y a trop de pluie violente. La terre a été inondée. Il y a du sel. La pluie est comme salée. Quand il y a des grosses pluies, la rivière déborde. Partout. Partout. Et elle emporte les légumes dans la mer. Pluie torrentielle, torrents de boue, inondations. Leurs terres, situées au bas de la colline et à proximité de l'océan, subissent également les effets de la montée des eaux. Leurs champs sont salinisés et deviennent improductifs. Ce jour-là, une réunion d'information sur le réchauffement climatique est organisée au centre du bourg. Pas moins de 4 ministres ont fait le déplacement, signe que l'enjeu est important. Dans l'assistance, les pêcheurs et les agriculteurs sont attentifs, mais au-delà du discours, ils attendent de l'aide. Les ministres ne sont plus en campagne électorale, mais ils arrivent les bras chargés de cadeaux. C'est la communauté européenne qui finance ces matériels. 4x4, motoculteurs pour les paysans et des filets pour les pêcheurs. L'île Maurice est en Afrique l'État le plus avancé dans la lutte contre les changements climatiques. Nous avons un peuple qui est au courant des problèmes climatiques et quelles sont les mesures d'adaptation qu'il faut prendre en termes de transfert de technologie, qu'est-ce qu'il faut faire, en termes des moyens qu'il faut être décaissés. Et donc, on fait de notre mieux. Et bien sûr, nous avons besoin aussi du soutien de la communauté internationale. Plage, agriculture et tourisme, ce sont les 3 mamelles de Maurice. Pour le tourisme, l'objectif est d'avoir chaque année 2 millions de visiteurs qui viendraient découvrir cascades, plages et lagons de l'île. Un défi qui s'annonce délicat, tant l'attrait de cette république du bout du monde dépend des conditions climatiques. Le littoral est la zone la plus vulnérable. Comme aux Seychelles, l'érosion des côtes et le réchauffement de l'eau menacent la survie des coraux. Une mort aux conséquences multiples. Certaines espèces de poissons risquent de disparaître. Les récifs de l'île vont se fragiliser. Les vagues vont déferler avec plus de violence sur les côtes.
Ce qui, à terme, d'après les experts, pourrait aggraver le problème d'érosion et menacer l'existence même de certaines îles coralliennes. Plage d'Albion, à l'ouest de l'île. Nous rejoignons l'équipe de Ruby Moutienne. Elle est biologiste marine. 2 fois par semaine, elle part inspecter les récifs. Des récifs déjà bien dégradés. À chaque fois, elle teste la qualité de l'eau et la température. Là, c'est le capteur de température qu'on avait laissé dans la pépinière ici en mer. On va télécharger les données. Grâce à ces capteurs, en fait, vous cherchez à montrer quoi? On essaie de comprendre l'évolution de la température. Et la conséquence ici, c'est que la température augmente. La température augmente. Oui, l'année dernière, en 2009, nous avons eu une hausse de température par 1,5 à 2 degrés. C'est énorme. C'est énorme. Ça a des conséquences sur les coraux? Oui, les coraux ont blanchi. Et il y a eu un blanchiment assez conséquent. Avec un fort taux de mortalité des coraux. Oui, il y a eu une forte taux de mortalité. Ouais. Il y avait à peu près 50% des coraux qui sont morts à la suite à ce blanchiment dans cet lagon de Maurice. Ouais. Depuis 2 ans, elle tente de réhabiliter les récifs les plus fragilisés. Elle a mis en place une pépinière expérimentale à l'intérieur et à l'extérieur du lagon. L'objectif est de coloniser à nouveau les récifs décimés avec des coraux élevés dans ces bassins. Alors nous avons 3 bassins et dans ces bassins-là, il y a plusieurs espèces de coraux. Il y a des espèces de coraux qui poussent très vite mais qui sont très susceptibles au blanchiment. Il y a des espèces de coraux qui poussent très lentement mais qui sont résistants au blanchiment. Alors nous sommes en train d'essayer de faire la culture de toutes ces espèces pour éventuellement nous en servir pour réhabiliter le lagon. Il y a certaines espèces qui sont en train de devenir très rares de par le fait que, à cause du blanchiment au fait. Alors ça c'est une des espèces. On est en train d'essayer de les propager et pour les réintroduire dans le milieu naturel. Alors ça c'est un Colastria conata qui est devenu très très rare. On en trouve à peine dans le lagon de Maurice et on est en train d'essayer de les propager. À terme, l'idée est de créer des récifs artificiels qui réagiront mieux à la hausse des températures et au changement climatique. À Maurice, si les récifs constituent un habitat de choix pour des dizaines d'espèces de poissons, c'est aussi un lieu fréquenté par les mammifères marins. Michel Velli est vétérinaire et président de l'association Megaptera, spécialisée dans l'observation, la connaissance et la protection des mammifères marins. De son patio, il dispose d'un poste de vigie exceptionnel. Vous avez toujours vos jumelles à proximité? Ouais. J'ai toujours mes jumelles à proximité parce que là, c'est un bel endroit pour les cétacés. Il y a les tursiops et les petites sténelles qui viennent le long du récif. Et puis là, je viens juste de voir une baleine souffler. On a vu le souffle juste au bord du récif. La mer est calme. Donc c'est extraordinaire. Avec son équipe, il étudie dans cette région du globe la migration des cétacés. Donc là, on a commencé une étude avec les cachalots. Là, c'est un film qu'on a fait sur un juvénile. Donc on essaye d'identifier individuellement les animaux pour savoir si on les revoit toute l'année ou si c'est des animaux de passage. Par exemple, les baleines, elles sont de passage. Bon, les cachalots, eux, ils sont présents toute l'année a priori sur la zone. Les femelles et les juvéniles. Les mâles, eux, naviguent jusqu'à l'Antarctique et reviennent s'accoupler ici. La fonte des glaciers, la hausse des températures des eaux de l'océan Indien ont-elles influencé le comportement des cachalots ou des baleines à bosse? Les questions demeurent, mais une équipe de chercheurs a fait une découverte surprenante. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une étude qui montre que les cachalots, avec leurs excréments, contribuent à piéger le carbone. Donc en fait, ils relâchent du fer, et ce fer
est favorable pour le phytoplancton. Donc toutes ces petites, tous ces petits animaux qui travaillent avec la photosynthèse. Et ça contribue à consommer le carbone. Ils ont estimé que 12 000 cachalots permettaient de lutter, d'équilibrer l'émission de gaz à effet de serre de 40 000 véhicules. Donc 12 000 cachalots, 40 000 véhicules. Si on a 550 000 cachalots dans le monde, c'est le million de véhicules. C'est énorme. Pour lutter contre les changements climatiques, c'est quand même important. Bah, disons que c'est favorable pour que nos amis qui chassent les baleines comprennent qu'il ne faut pas chasser les cachalots parce qu'ils contribuent à lutter contre les effets des gaz à effet de serre. Encore ? Ouais. Bon, c'est le projet, ça va. Tu as vu les baleines hier alors? Non, je ne travaille pas hier. Il faut essayer de bouger un peu 10 mètres avec la barrière. On descend vers la barrière. Voilà. Des Seychelles à Madagascar en passant par les Comores ou Mayotte, Michel Velli observe la manière dont les changements climatiques affectent la vie sous-marine. À moins d'1 mille des côtes, nous croisons à banc de longs becs, une 50aine de dauphins. Pour tous les touristes, un balai nautique inoubliable. Les dauphins, ils viennent se reposer ici, dans les baies la journée. Donc tant qu'ils sont tranquilles, ils vont pouvoir se reproduire bien, allaiter leurs petits, bien socialiser. Et si ce récif un jour est amené à être modifié par les changements climatiques, parce que les coraux auront blanchi, seront morts, il y aura moins de possibilités pour les gens, les observateurs, les opérateurs de développer des activités d'observation sur le récif. Donc les opérateurs, ils déploieront des activités sur les dauphins. Et à ce moment-là, les dauphins subiront des pressions plus fortes. Donc c'est tous ces effets, soit directs, soit indirects, des changements climatiques sur les cétacés. On voit une baleine? On trouvait? Ok, merci. Ce matin, il y avait une baleine, j'ai vu de la côte. C'est là-bas. Merci beaucoup. Malgré des heures de recherche, les baleines à bosse et les cachalots restent introuvables. Ça, c'est un hydrophone. C'est-à-dire que c'est un micro étanche. Donc là, Christopher, on met le micro étanche pour écouter, pour voir ce qu'on entend. Donc là, on n'entend pas de chant de mâle. Et on essaye d'écouter les clics des cachalots. Parce que les cachalots, ils font un peu comme le crocodile de Peter Pan quand il a bouffé quand il a mangé son réveil. Et ça fait clic, clic, clic. C'est très régulier, quoi. Les moins touchées des espèces seront celles du large. Les cachalots, les baleines à bec, ceux qui vivent au large et qui vont très peu sur les côtes. Mais les baleines à bosse, par exemple, elles vont être touchées parce que tout ce qui va se passer dans les pôles, soit dans l'hémisphère nord, soit dans l'hémisphère sud, va avoir des impacts sur leur biologie. Les baleines à bosse, ici, elles ne se nourrissent pas, elles se nourrissent en Antarctique. Mais si elles ont un impact, si leur population est affectée pour des raisons d'alimentation dans la zone polaire, là où elles se nourrissent, ici, au niveau de la reproduction, elles vont être impactées de la même façon. Elles seront moins nombreuses, elles seront moins en forme. Et si en plus, il y a de l'activité humaine sur les côtes, il y aura de la pression sur elles également. Comment protéger ces paradis tropicaux? Les autorités mauriciennes ont lancé en 1997 un plan de sauvegarde des lagons. Leur arsenal, créer des aires protégées. Dans les 4 îles ou archipels qui composent la République de Maurice, il y a aujourd'hui 2 parcs nationaux et 6 réserves de pêche. Sur le plateau des Mascareignes, béni des dieux, la préservation de cet environnement unique est désormais un combat commun. Direction l'île de la Réunion à 200 km au sud-ouest de Maurice.
L'île est un département français de plus de 800 000 habitants.